Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 17, chapitre 5, partie 3. Acclimatation. Les habitudes sont héréditaires chez les plantes. Ainsi, par exemple, l'époque de la floraison, les heures consacrées au sommeil, la quantité de pluie nécessaire pour assurer la germination des graines, etc. Et cela me conduit à dire quelques mots sur l'acclimatation. Comme rien n'est plus ordinaire que de trouver des espèces d'un même genre dans des pays chauds et dans des pays froids, il faut que l'acclimatation ait, dans la longue série des générations, joué un rôle considérable. S'il est vrai que toutes les espèces du même genre descendent d'une même souche, chaque espèce, cela est évident, est adaptée au climat du pays qu'elle habite. Les espèces habitant une région arctique, ou même une région tempérée, ne peuvent supporter le climat des tropiques, et vice-versa. En outre, beaucoup de plantes grasses ne peuvent supporter les climats humides. Mais on a souvent exagéré le degré d'adaptation des espèces au climat sous lesquels elles vivent. C'est ce que nous pouvons conclure du fait que, la plupart du temps, il nous est impossible de prédire si une plante importée pourra supporter notre climat et de cet autre fait qu'un grand nombre de plantes et d'animaux provenant des pays les plus divers vivent chez nous en excellente santé. Nous avons raison de croire que les espèces à l'état de nature sont restreintes à un habitat peu étendu, bien plus par suite de la lutte qu'elles ont à soutenir avec d'autres êtres organisés, que par suite de leur adaptation à un climat particulier. Que cette adaptation, dans la plupart des cas, soit ou non très rigoureuse, nous n'en avons pas moins la preuve que quelques plantes peuvent, dans une certaine mesure, s'habituer naturellement à des températures différentes, c'est-à-dire s'acclimater. Le docteur Hooker a recueilli des graines de pin et de rhododendron sur des individus de la même espèce, croissant à des hauteurs différentes, sur l'Himalaya. Or, ces graines semées et cultivées en Angleterre possèdent des aptitudes constitutionnelles différentes relativement à la résistance au froid. Monsieur Thwaites m'apprend qu'il a observé des effets semblables à Ceylan. Monsieur H. Watson a fait des observations analogues sur des espèces européennes de plantes rapportées des Açores en Angleterre. À l'égard des animaux, on peut citer plusieurs faits authentiques prouvant que, depuis les temps historiques, certaines espèces ont émigré en grand nombre de latitudes chaudes vers de plus froides, et réciproquement. Toutefois, nous ne pouvons affirmer, d'une façon positive, que ces animaux étaient strictement adaptés au climat de leur pays natal, bien que, dans la plupart des cas, nous admettions que cela soit. Nous ne savons pas non plus s'ils se sont subséquemment si bien acclimatés dans leur nouvelle patrie. Je crois que nos animaux domestiques ont été originairement choisis par les sauvages, parce qu'ils leur étaient utiles et parce qu'ils se reproduisaient facilement en domesticité, et non pas parce qu'on s'est aperçu, plus tard, qu'on pouvait les transporter dans les pays les plus différents. Cette faculté extraordinaire de nos animaux domestiques à supporter les climats les plus divers est, ce qui est une preuve encore plus convaincante, à rester parfaitement féconds partout où on les transporte, est sans doute un argument en faveur de la proposition qu'une forte proportion vivant actuellement à l'état de nature pourrait être amenée à supporter facilement des climats très différents. Il ne faudrait cependant pas pousser cet argument trop loin. En effet, nos animaux domestiques descendent probablement de plusieurs souches sauvages. Le sang, par exemple, d'un loup des régions tropicales et d'un loup des régions arctiques peut se trouver mélangé chez nos races de chiens domestiques. On ne peut considérer le rat et la souris comme des animaux domestiques. Ils n'en ont pas moins été transportés par l'homme dans beaucoup de parties du monde, et ils ont aujourd'hui un habitat beaucoup plus considérable que celui des autres rongeurs. Ils supportent en effet le climat froid des îles Féroé dans l'hémisphère boréal et des îles Malouines dans l'hémisphère austral, et le climat brûlant de bien des îles de la zone torride. On peut donc considérer l'adaptation à un climat spécial comme une qualité qui peut aisément se greffer sur cette large flexibilité de constitution qui paraît inhérente à la plupart des animaux. Dans cette hypothèse, la capacité qu'offre l'homme lui-même, ainsi que ses animaux domestiques, de pouvoir supporter les climats les plus différents, le fait que l'éléphant et le rhinocéros ont autrefois vécu sous un climat glacial, tandis que les espèces existant actuellement habitent toutes les régions de la zone torride, ne sauraient être considérées comme des anomalies, mais bien comme des exemples d'une flexibilité ordinaire de constitution qui se manifeste dans certaines circonstances particulières. Quelle est la part qu'il faut attribuer aux habitudes seules ? Quelle est celle qu'il faut attribuer à la sélection naturelle de variétés ayant des constitutions innées différentes ?
Quelle est celle, enfin, qu'il faut attribuer à ces deux causes combinées dans l'acclimatation d'une espèce sous un climat spécial? C'est là une question très obscure. L'habitude ou la coutume a sans doute quelques influences, s'il faut en croire l'analogie. Les ouvrages sur l'agriculture et même les anciennes encyclopédies chinoises donnent à chaque instant le conseil de transporter les animaux d'une région à une autre. En outre, comme il n'est pas probable que l'homme soit parvenu à choisir tant de races et de sous-races dont la constitution convient si parfaitement au pays qu'elles habitent, je crois qu'il faut attribuer à l'habitude les résultats obtenus. D'un autre côté, la sélection naturelle doit rendre inévitablement à conserver les individus doués d'une constitution bien adaptée au pays qu'ils habitent. On constate dans les traités sur plusieurs espèces de plantes cultivées que certaines variétés supportent mieux tel climat que tel autre. On en trouve la preuve dans les ouvrages sur la pomologie publiés aux États-Unis. On y recommande en effet d'employer certaines variétés dans les États du Nord et certaines autres dans les États du Sud. Or, comme la plupart de ces variétés ont une origine récente, on ne peut attribuer à l'habitude leurs différences constitutionnelles. On a même cité, pour prouver que dans certains cas l'acclimatation est possible, le topinambour, qui ne se propage jamais en Angleterre par semis, et dont par conséquent on n'a pas pu obtenir de nouvelles variétés. On fait remarquer que cette plante est restée aussi délicate qu'elle l'était. On a souvent cité aussi, et avec beaucoup plus de raison, le haricot comme exemple. Mais on ne peut pas dire, dans ce cas, que l'expérience ait réellement été faite. Il faudrait pour cela que pendant une vingtaine de générations, quelqu'un prit la peine de semer des haricots d'assez bonne heure, pour qu'une grande partie fût détruite par le froid, puis qu'on recueillît la graine des quelques survivants, en ayant soin d'empêcher les croisements accidentels, puis enfin qu'on recommençât chaque année cet essai, en s'entourant des mêmes précautions. Il ne faudrait pas supposer, d'ailleurs, qu'il n'apparaît jamais de différence dans la constitution des haricots, car plusieurs variétés sont beaucoup plus rustiques que d'autres. En résumé, nous pouvons conclure que l'habitude ou bien que l'usage et le non-usage des parties ont, dans quelques cas, joué un rôle considérable dans les modifications de la constitution et de l'organisme. Nous pouvons conclure aussi que ces causes se sont souvent combinées avec la sélection naturelle des variations innées et que les résultats sont souvent aussi dominés par cette dernière cause.